Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si l'on en croit Václav Havel, cet homme aura été le plus grand dramaturge du XXe siècle et sa mort en 2005, une grande perte pour la littérature mondiale. Pourtant, aux yeux du grand public, c'est vrai, il faut bien le dire, Arthur Miller reste avant tout l'homme qui aura épousé Marilyn Monroe. Et c'est vrai que faire une telle union vous classe un homme plus sûrement que n'importe quel fait d'armes. Et si la silhouette d'Arthur Miller est aujourd'hui encore tellement connue, ce grand bonhomme d'1,90 m avec le front très dégarni, de grosses lunettes d'écaille, 2 rides verticales au milieu des joues, si ce personnage est devenu presque populaire, ce n'est qu'à force de le voir sur des photos aux côtés de la superstar. Un paradoxe quand on connaît le statut de rebelle d'Arthur Miller, son engagement à la gauche de la gauche américaine et, ironie du sort, il faut quand même dire que cet homme a écrit un certain nombre de pièces qui à elles seules suffiraient amplement à sa gloire. Mais c'est comme ça, cet homme a vécu l'une des histoires d'amour les plus mythiques du XXe siècle et la grande pièce de la vie aura d'une certaine manière eu raison dans l'imaginaire collectif de ses autres pièces. Arthur Miller est mort il y a plus de 15 ans. Il était mort le jeudi 10 février 2005, un petit peu avant 10 heures du soir, dans sa maison du Connecticut, au nord-est des États-Unis. Il avait un cancer depuis longtemps qui avait entraîné des complications cardiaques. Il n'en est pas moins mort à 89 ans, Arthur Miller. Il était sorti d'un centre anti-cancer de New York au début de l'année pour rejoindre l'appartement de sa sœur à Manhattan. Et le mardi qui avait précédé sa mort, il n'avait pas hésité à faire quelques 2h30 de route pour monter jusqu'à 100 km au nord de New York, jusqu'à sa propriété de Roxbury. Une propriété qu'il avait achetée en 1958 avec Marilyn Monroe, justement. Roxbury, c'est la même commune que la petite maison d'écrivain qu'il avait dans un premier temps acheté avec ses tout premiers droits, les droits de ses premiers succès plus exactement, une maison qu'il avait occupée dès 1948. Roxbury, comme on appelait le repère d'Arthur Miller, est un endroit assez simple, une grande cabane de trappeurs au milieu des bois, occupée par de tout petits écureuils et de très grands ours. D'ailleurs, en 2002, il avait reçu un journaliste du Monde qui avait eu la surprise pendant l'interview de voir ce monsieur de 86 ans se mettre sur la pointe des pieds pour montrer la taille des ours qui venaient donner du museau le long de ses vitres en hiver. En contrebas, il y avait un atelier, car à ces heures, Arthur Miller pouvait être ébéniste. Et encore plus bas, derrière d'épais fourrés, un petit étang d'eau pure, 4 mètres de profondeur, étang dans lequel Arthur Miller se baignait tous les jours à la belle saison. Et puis, derrière, à l'écart, un peu plus haut, si vous voulez, le studio d'écriture où il faut imaginer le grand auteur à l'œuvre. Je dis le grand auteur, il a marqué évidemment des générations. Mon éditeur, disait-il, m'a confié que l'édition de poche des Sorcières de Salem et son plus grand tirage, ça se chiffre en millions. À chaque instant, je peux sentir une personne en train de lire ou de voir la pièce. N'est-ce pas bouleversant de conserver un pareil pouvoir ? En vérité, disait Arthur Miller, les gens sont éveillés. C'est à l'écrivain de l'émouvoir. Dès qu'ils sentiront pointer une vérité, ils vont lui emboîter le pas. Il était sans doute méfiant envers la cohorte de ses biographes, Arthur Miller. C'est la raison pour laquelle il a écrit ses propres mémoires en 87, paru en 88 en France. Ça s'appelle Time Bands, au fil du temps. C'est loin d'être son plus mauvais livre parce que, dites-vous qu'Arthur Miller fait partie de ces personnages fascinants qui toujours ont été, pendant la période qu'ils ont traversée, aux premières loges des événements. Ils sont au bon moment, au bon endroit, si je puis dire. Et l'on voit dans cette autobiographie, par exemple, le grand photographe Henri Cartier-Bresson en train de lire du Saint-Simon à un enfant âgé à peine d'1 an. On y voit le célèbre parrain de la mafia Lucky Luciano faire vider un restaurant sicilien pour pouvoir déjeuner tranquillement avec lui. On y voit le sculpteur Calder fabriquer une espèce de cornet acoustique avec un entonnoir, un tuyau, etc. Bref, il y a du beau monde dans les mémoires du grand dramaturge, de W.C. Fields à Orson Welles, de Laurence Olivier à André Malraux, de la reine Elisabeth au président Kennedy. Et puis, il y a Marilyn. Bien sûr, il y a Marilyn surtout. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Voilà pourtant une vie qui, à la base, avait l'air toute tracée. Arthur Miller est né en 1915 dans une famille d'immigrés juifs polonais assez aisés. Il faut vous dire que son père avait réussi dans le monde. Son père, c'est Isidore. Il avait réussi dans le monde de la confection. Et donc, c'est une famille où l'on menait grand train. Il y avait la limousine et le chauffeur, etc. Il ne faut pas négliger le rôle de la mère d'Arthur. C'est elle qui lui a inculqué l'amour des livres, de la culture. Et dans cette famille, à la réussite peut-être un peu trop neuve, il y avait comme un complexe intellectuel et Augusta, la mère d'Arthur, voulait que son fils devienne écrivain. Je crois qu'on peut dire qu'elle a d'une certaine façon orienté sa carrière. Et puis est arrivé 1929, toujours cette crise qui a tellement marqué de destinée. Il a 14 ans en 1929, Arthur Miller, et c'est le krach qui va engloutir la petite fortune un peu récente de son père, Isidore Miller. Ce qui fait qu'on quitte la grande maison de Harlem. Harlem n'était pas encore le ghetto noir qu'elle est devenue. Et on va s'installer dans une petite bicoque à Brooklyn, et c'est difficile. On voit Arthur qui doit traîner sur la 114e rue pour essayer de travailler et payer ses études à l'université de Michigan. C'est là sans doute qu'il rencontre cette Amérique qui va nourrir son œuvre, en quelque sorte. C'est un garçon patient, Arthur, et résistant. Alors on le voit tour à tour, livreur de pain, docker, chauffeur de poids lourd, commis voyageur pour un marchand de tapis, et encore tout jeune, dans le métro, en se rendant à ses petits boulots, il lit les frères Karamazov. Et là, c'est absolument l'étincelle. C'est la grande révélation. Il découvre que la littérature peut être autre chose qu'un art simplement. Il y a une implication sociale de l'écrivain, une implication politique même, et on peut dire qu'il est ébloui par les frères Karamazov, comme il le sera d'ailleurs par les pièces d'Ibsen. Entre-temps, il y aura eu Tolstoï également. Bref, il se met à écrire lui aussi, et en 1936 fait paraître sa première pièce qui s'appelle No Luck, pas de chance. À ce moment-là, il est manutentionnaire dans un dépôt de pièces automobiles. Il voudrait devenir, Arthur Miller, un auteur de pièces engagées. Il connaît aussi Bertolt Brecht, bien entendu. D'une certaine manière, il y a peut-être en lui la fibre d'un Brecht américain, si vous voulez. En 1944, il va faire paraître, donc au lendemain de la guerre, L'homme qui avait toutes ses chances. La pièce est montée à Broadway, mais disons les choses, c'est un échec. Et vous voyez que ce n'est pas une vie facile. Il aurait eu 1000 occasions de se décourager, Arthur Miller. Eh bien, il va continuer. Je vous le dis, il est patient, il est résistant, il ne se décourage pas. En 1947, il fait paraître une pièce sur l'après-guerre, l'affrontement entre un jeune homme idéaliste et son père qui a été profiteur de guerre. Ça s'appelle « Ils étaient tous mes fils ». La pièce est bien reçue et d'ailleurs on lui décerne le prix du New York Drama Critics Circle qui est très prestigieux. On peut dire là que la vocation d'Arthur Miller est établie. Reste maintenant à faire de tout cela quelque chose de vraiment remarquable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce jeune dramaturge est maintenant diplômé de journalisme et d'histoire de l'Antiquité, une Antiquité qui va constamment innerver son travail d'ailleurs. Sa prochaine pièce sera un reflet de l'air du temps, mais et c'est là l'apport de la littérature antique, si je puis dire, avec en surplus la catharsis de Sophocle. Il s'agit pour Arthur d'écrire sur des personnes privées et de hausser l'expression à un niveau politique, c'est-à-dire social. On serait presque tenté de dire de hausser l'expression à un niveau antique. Il se veut lui-même un épigone de Jane O'Neill. En 1948, son ami Elia Kazan, qui lui-même est fils d'émigrés arméniens, va l'emmener voir la nouvelle pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir, et là, c'est un véritable choc. Les mots et leur libération, la jouissance de l'écrivain qui les écrit, l'éloquence radieuse de sa composition m'ont plus bouleversé que le pathos émotionnel, dira Arthur Miller de cette pièce de Tennessee Williams. Avec son tramway, Tennessee avait imposé le droit de parler à pleine gorge, ce qui m'a été d'un grand soutien quand je me suis penché sur Willy Loman, mon commis voyageur. Et oui, parce que, évidemment, il va y avoir immédiatement quelque chose, il va y avoir une traduction de tout ça. Entre-temps, Arthur Miller a cherché un coin tranquille pour écrire, c'est là qu'il est allé s'installer dans le Connecticut, à Roxbury, il s'est mis au travail. Il veut raconter le dernier jour de la vie d'un certain Willy Loman,
donc, qui est cet homme de presque rien, ce monsieur pas grand-chose, ce représentant de commerce qui, avec 34 ans d'ancienneté dans son entreprise, ne s'en fait pas moins virer. Il vend plus assez, vous savez. Cet homme est en marge de sa propre famille. On le voit assez méprisé par son fils. Il y a là d'ailleurs des dialogues qui sont électriques, extraordinaires. Il est victime d'une société qui veut avant tout de l'efficacité, de la productivité. Alors quand on a pressé l'orange, eh bien on jette l'écorce et on jette ce pauvre homme. Cette histoire est inspirée par la grande crise qu'a si terriblement traversée Arthur Miller, bien entendu. Et de ce point de vue-là, on pourrait presque dire qu'il se met à l'école d'un Steinbeck, par exemple. Mais c'est aussi sa propre histoire qu'il raconte. Il y a dans Willy Loman quelque chose d'Isidore Miller, bien entendu. La pièce est écrite dans l'inspiration. Elle va être mise en scène par Elia Kazan, d'ailleurs, avec Lee Cobb dans le rôle principal. Et là, il se passe quelque chose de magique, comme il en arrive parfois entre une œuvre et son public. Imaginez, nous sommes à Philadelphie en janvier 49, le soir de la première. L'auteur est assis, la tête dans les mains, dans la coulisse, raconte François Forestier. Un silence terrible se répand, une éternité passe à travers un Judas. Miller voit l'incroyable. Les gens qui pleurent, pas un bruit ne s'élève, rien. Et puis, les applaudissements qui éclatent, et va se souvenir, Arthur Miller, ils furent sans fin, ces applaudissements. C'est vrai que la pièce va connaître une grande carrière, elle est poussée par le prix Pulitzer, qui assoit définitivement le statut de dramaturge de son auteur. Et cette pièce, vous savez qu'elle va devenir un des classiques du XXe siècle. Elle sera montée jusqu'en Chine en 1983, et on sait qu'Arthur Miller était allé lui-même à Pékin pour assurer la mise en scène à l'époque. Moi, j'ai eu la chance de la voir interprétée par François Perrier en 1988. François Perrier, dont ça aura été en France le dernier grand rôle. On peut dire que le succès, pour autant, ne change pas Arthur Miller, qui maintenant vit à Brooklyn avec sa femme, une Irlandaise catholique très pratiquante, qui s'appelle Mary. Il vit avec, ils ont eu 2 enfants, Jane, Helen et Robert. Et pourtant, cette période est une période assez dure de la vie de Miller. On est en effet en plein début de ce qu'on va appeler, grâce à Miller d'ailleurs, la chasse aux sorcières. Vous savez, cette chasse aux sorcières qui naît dans l'Amérique des années 50 à 54 sous l'instigation du sénateur du Wisconsin, Joseph McCarthy. Une vague d'hystérie submergea le pays, raconte André Mauroy. Le macartisme devint pour les uns une fois, aux yeux des autres, une maladie honteuse. Et il y a maintenant cette commission sénatoriale des activités anti-américaines qui pourchasse tous ceux qui, et notamment parmi les écrivains, les réalisateurs, les metteurs en scène, etc., seraient suspectés d'intelligence avec l'ennemi, autant dire avec cette Union soviétique. Faut pas oublier qu'on est en pleine guerre froide, bien entendu, et Arthur Miller a participé à l'organisation de la conférence culturelle et scientifique pour la paix mondiale au Waldorf Astoria de New York, avec un certain nombre de personnes qu'on accuse d'être trop proches de l'Union soviétique. Et puis, la fibre tellement sociale de ces pièces lui vaut bien sûr beaucoup d'accusations. En 1952, il se rend à Salem, une petite ville pas très connue des environs de Boston, dans le Massachusetts. Il va se plonger dans les archives des procès de sorcellerie qui s'y sont déroulés en 1692 et découvrir que, finalement, il y avait entre les inquisiteurs du XVIIe siècle et ceux de l'Amérique des années 50 plus que des points communs. Et ça va donner naissance, ça bien sûr, à une pièce célèbre, The Crucible, en français, Les sorcières de Salem, première dénonciation publique du macartisme, avec cette prise de position qui, dans l'Amérique des années 50, n'est pas seulement courageuse, elle pourrait presque paraître inconsciente, cette prise de position. Elle va valoir bien des déboires, vous l'imaginez, à son auteur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Va être le moment de la rencontre, évidemment, entre ce dramaturge devenu très célèbre, qui est devenu quasiment presque une légende vivante, et puis une autre légende vivante du grand écran, celle-là, bien entendu, Marilyn Monroe, qui est devenue une sorte d'icône, non seulement américaine, mais
planétaire. Et puisque Arthur Miller fréquente la société du spectacle et le monde du cinéma, il n'est pas étonnant que chez des amis communs, il ait croisé dans un cocktail la sublime bombe atomique Marilyn Monroe. Et évidemment, ils vont se fasciner mutuellement pour des raisons très différentes, ai-je besoin de vous dire. Cette espèce d'incarnation même de la sensualité va être fascinée par l'incarnation de l'intelligence, et la réciproque est vraie, bien entendu. Alors, on raconte que lors de leur toute première rencontre, Arthur Miller n'a rien trouvé de mieux que de demander à Marilyn Monroe si elle aimait Tolstoï. Évidemment, la réponse a dû être un peu décevante, mais il n'empêche. C'est une grande fascination, c'est un grand amour qui naît. Le 27 octobre 1955, Marilyn Monroe divorce de Joe DiMaggio, vous savez, qui était son mari, qui s'occupait lui de baseball. Et puis, Arthur Miller va rompre avec sa propre femme Mary, et il va partir s'installer pendant 6 semaines dans ce qui est à l'époque la capitale du divorce, vous savez, à Reno. Il faut les 6 semaines de résidence nécessaires pour mettre fin au mariage. Et pour tromper son ennui pendant ce temps-là, il va observer un groupe de cow-boys qui s'occupe à capturer et à dresser des chevaux sauvages, et c'est ce qui va être l'inspiration d'une nouvelle de Misfits, donc les Désaxés, une nouvelle qu'il rédige sur le champ, avec l'intention d'en tirer peut-être une pièce, voire même un scénario. Le divorce est officialisé le 11 juin 1956. Ils annoncent dans la foulée leur fiançailles et vont aller se réfugier à Roxbury, dans le Connecticut. Le 29 juin, c'est le célèbre mariage à New York entre Marilyn Monroe, 30 ans, et Arthur Miller, 40 ans, qui aussitôt après vont s'envoler pour l'Angleterre, où Marilyn s'en va tourner Le Prince et la danseuse. Alors, c'est un amour extraordinaire qu'ils vont connaître ensemble, et ils vont rencontrer, bien entendu, tout ce que le cinéma, tout ce que les arts de l'époque peuvent produire d'extraordinaire. Et au moment de tourner pour un film de George Cukor, le milliardaire, c'est Gregory Peck, normalement, qui devait jouer le deuxième rôle à côté de Marilyn Monroe, et elle suggère un autre acteur, Yves Montand, dont elle a applaudi un show à Broadway. Et là, à ce moment-là, elle se dit que ça pourrait être une rencontre utile. La 20th Century Fox va se laisser convaincre. Dès l'arrivée de Montand et de Simone Signoret à Hollywood, les deux couples se lient d'amitié, sauf que Simone Signoret est attendue en Italie pour un tournage, que Arthur Miller, de son côté, doit rejoindre John Huston en Irlande pour préparer le prochain tournage de l'adaptation des Misfits, justement, et que, vous savez ce qui va se passer. Le film Le milliardaire, en anglais, c'est le premier. En anglais, c'est Let's Make Love, faisons l'amour. C'est ce qui va se passer entre Montand et Marilyn. Alors, Simone Signoret pardonnera Yves Montand, vous le savez, mais Arthur Miller, lui, ne va pas pardonner à Marilyn, et c'est une séparation terrible. Le divorce est prononcé le 20 janvier 1961. Un an plus tard, Arthur Miller épousera Inge le 17 février 1962, mais il va y avoir le suicide de Marilyn, cette disparition terrible qui est en quelque sorte pour Arthur Miller la fin, on pourrait dire, d'un certain moment de sa vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Arthur Miller aura été passionnément l'homme de son temps, et c'est peut-être ce qui fait qu'il n'est plus tout à fait celui d'une autre. D'ailleurs, pendant très longtemps, je dois vous avouer que moi, je lisais ses pièces, etc., sans savoir du tout, sans penser qu'il était encore en vie. Et pourtant, il continuait d'écrire, de faire paraître. Son dernier grand succès à la scène, il l'a obtenu en 1968 avec Le Prix. En 2002, il était encore à Paris pour le lancement de sa pièce Le désarroi de Monsieur Peter, et c'était Georges Lavelli à l'époque qui faisait la mise en scène au Théâtre de l'Atelier avec Michel Aumont. Et tandis qu'il présentait Resurrection Blues, à Minneapolis, il continuait à publier de temps à autre un article dans le New Yorker. Il a même interprété un petit rôle de patriarche dans le film Eden de l'Israélien Amos Gitaï. Vous savez, un film inspiré assez librement
moment d'ailleurs d'une de ses nouvelles. Arthur Miller, sur la fin, était devenu aussi un auteur très engagé politiquement, au soutien du Parti démocrate. En 2001, au moment du 11 septembre 2001, on se rappelle sa réaction très, très vive. Il parlait d'une guerre d'enragés, haineux de la vie et amoureux de la mort. Il jetait sur la société occidentale en général et sur la société américaine en particulier un regard qui était devenu celui d'un sage antique, si je puis dire, une sorte de Sénèque des temps modernes, peut-être. Pourtant, en janvier 2002, au moment de la mort de sa femme, Inge Morath, il s'était lui-même considéré comme un sursitaire. Il va vivre encore un peu plus de 2 ans avec une jeune artiste peintre, Agnès Barley, qui était de 55 ans, sa cadette, et avec une certaine candeur peut-être, mais sans illusion, c'est sûr. Il disait « La vie est, la plupart du temps, une pièce comique ».